Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, super. Je Merci beaucoup suis de me très recevoir. heureux de te recevoir dans ce podcast, dans des conditions un peu inhabituelles, puisqu'on le fait en visio. C'est clair, on s'adapte. Et je te remercie d'avoir accepté cette proposition. Et on va commencer avec ma première question. Ça va être sur ton parcours. C'est quel a été ton parcours avant d'entreprendre? Ouais. Moi, en fait, tout ce qui s'est passé dans ma vie avant a fait que j'ai monté la boîte, mais c'est vraiment personnel. Donc, je montais beaucoup à cheval quand j'étais adolescente. Mhm. De mes 3 ans à mes 18 ans, c'était toute ma vie de monter à cheval. L'école passait un peu après ça, même si ça déplaisait fortement à mes parents. J'habitais en Normandie et en fait, moi, je voulais être cavalière professionnelle. Et au moment du bac, ils m'ont dit, bah, écoute, soit tu as la mention très bien et tu peux devenir cavalière, soit tu l'as pas et tu vas faire des études. Donc, comme tu peux l'imaginer, si je suis là aujourd'hui, c'est que je l'ai pas eu. De peu, mais je l'ai pas eu. Et donc, je suis allée, tu sais, dans une école de commerce que tu arrives à choper en juin, juillet. Donc, c'est en général pas les meilleurs. Donc, je suis allée à l'European Business School. Et il Mhm. se trouve que là-bas, en fait, j'ai été hyper déçue de mon expérience en école de commerce. J'ai trouvé ça très théorique, très long. J'ai trouvé que ce qu'on apprenait, c'était obsolète et qu'en fait, tu trouvais un contenu équivalent, voire beaucoup plus à jour sur Google gratuitement, dans des conférences, etc., dans des podcasts, dans des livres. Et donc, j'étais hyper frustrée de me dire que j'allais passer 5 ans de ma vie et claquer 50 000 euros dans une école de commerce, alors que voilà, j'avais même pas une sûreté d'emploi à la fin. Quand tu sais que tu as 20% des personnes qui sortent avec un master qui ne trouvent pas d'emploi derrière. Donc, en fait, au bout de 2 ans, j'ai arrêté mon école de commerce. Je suis allée faire un petit tour aux États-Unis, où là, j'avais l'impression que même sans diplôme, on pouvait s'en sortir, que les gens, ils avaient une idée et puis boum, ils la lançaient alors qu'ils ne savaient même pas avec quel argent le faire ou ils ne descendaient pas nécessairement d'une famille d'entrepreneurs. Mhm. Et du coup, j'ai commencé à me dire que j'avais envie de monter quelque chose. Après, j'avais 20 ans à l'époque, je ne me sentais pas trop de monter ma boîte. Je suis allée en cabinet de chasse de tête en me disant que pour monter une boîte, j'avais l'impression qu'il fallait apprendre à vendre et apprendre à recruter. C'est ce que tu fais assez bien en fait en chasse de tête. Et du coup, voilà, j'ai commencé en cabinet où je recrutais pour certaines boîtes, des startups majoritairement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elles cherchaient toutes des sales et qu'elles étaient prêtes à payer assez cher pour ça. Chose que j'ai trouvée assez étrange en me disant qu'il y avait 350 écoles de commerce en France. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles forment? Alors, si elles ne forment pas des commerciaux, et en fait, elles ne forment absolument pas à ça, c'est plutôt à la finance, au marketing, à la com, entre autres. Et donc là, je me suis dit, OK, je veux monter une école de sales. Ensuite, je suis allée chez Tiller System, qui est une boîte très sales qui vend des caisses enregistreuses sur iPad à des restaurants. Et ensuite, j'ai fait de l'intrapreneuriat au sein du groupe Accor. Ok. Donc, c'était une super première expérience pour mettre un peu les mains dedans quand tu ne sais pas comment monter une stratégie marketing, quand tu ne sais pas faire une application, enfin voilà, des trucs tout bêtes. Et le but de cette application, c'était de rentabiliser les hôtels la journée. Donc, tu vois, les hôtels, Mhm. ils ont des salles de réunion qui sont vides, ils ont des chambres qui sont vides la journée. Donc, le but, c'était de rentabiliser les espaces vides dans les hôtels du groupe Accor. Donc, c'était une super expérience. Mais j'avais trop envie de faire un truc dans l'éducation. Ça me tenait vraiment à cœur parce que, comme tu peux le comprendre, c'est vraiment mes tripes, quoi. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Et je me dis qu'il y a plein d'autres personnes. D'ailleurs, à chaque fois que tu demandes à quelqu'un, et toi, t'as fait quoi comme école? Ouais, j'ai fait ça, mais bon, c'est pas vraiment ça qui m'a servi, etc. Clairement. Et tu te dis, mais comment ça se fait qu'en fait, les gens passent si cher et ils passent autant de temps et que les écoles de commerce, elles ne se soient toujours pas cassées la gueule, quoi. Mhm. C'est clair. Non, mais c'est clair. Donc, ce que je comprends, c'est ce qui t'a motivé à entreprendre, c'est finalement la déception vis-à-vis des études et de ton école de commerce, et Totalement. aussi potentiellement ton voyage aux États-Unis aussi, qui a Ouais, pu, un euh, petit qui a peu, pu te ouais. motiver à entreprendre, puisque la culture de l'entrepreneuriat, elle est quand même extrêmement forte là-bas et de plus en plus présente en France, mais pas autant qu'aux États-Unis. Ouais. Donc c'est Pour tout ça s'inspirer, qui a c'est fait. pas mal. Ouais, ouais, clairement. Ouais. Ok. Ok, ok. On va passer à la partie Iconoclast. Iconoclast, c'est quoi et quelles ont été les étapes pour créer cette école? Ouais. Alors, Iconoclast, c'est une école de vente qui forme au métier de business developer.
La particularité, c'est que j'ai pris toutes les choses que je trouvais cool dans les écoles de commerce et que j'ai enlevé tout ce que je trouvais moins cool. Donc, les trucs que je trouvais cool, c'était le réseau. Donc, tu vois, on te dit toujours que quand tu vas dans une école de commerce, tu achètes un réseau. Bah, nous, tu achètes une famille. Enfin, tu te retrouves qu'avec des gens qui ont un parcours un peu atypique, qui ont envie d'autre chose, qui ont envie d'aller bosser, qui ont envie d'aller se faire de la thune, quoi. Et ce qui était moins cool, donc, c'était le manque de théorie, les profs obsolètes et tout. Et donc là, on a fait une école donc, qui dure 1 an, qui est basée sur la pratique. Donc, il y a 60% des cours qui sont des entraînements, où il y a du développement personnel, où tous les professeurs sont des professionnels. Donc, tes profs, c'est que des Head of Sales, PDG, DRH, Head of Growth, etc. Et donc, écoute, on s'y plaît bien. Le programme se divise en 2 parties, 4 mois de cours à l'école qui est située chez The Family. Mmh. À Bastille. Et puis ensuite, 6 mois de stage, si jamais les personnels le désirent. Après, c'est des profils qui sont très différents. On a des profils qui ont aussi bien 18 ans que 40 ans. Donc, ceux qui sont plus jeunes commencent souvent par un stage. Et puis ensuite, ceux qui sont plus vieux prennent directement un CDI. Ok. Et à quel moment tu t'es dit, je vais monter une école, et à partir de ce moment-là, tu as créé Iconoclast en fait. Combien de temps ça a mis, tu vois, pour trouver les intervenants, pour concevoir le programme de l'école, pour faire la promo pour avoir des premiers étudiants. Comment tout ça s'est déroulé en fait? Ouais, ça a pris un bon moment. Ça a pris au moins 7 mois avant qu'on ait la première promotion. Même un peu plus, 8 mois. Donc, il y a eu pas mal de grandes étapes. Il y a eu comprendre comment on formait des commerciaux. Donc là, il y a eu une première étape où j'ai appelé tous les directeurs commerciaux de la place parisienne entre autres. Les DRH, pourquoi les recruter, comment se passaient les premiers filtres. Les CEO, qu'est-ce qu'ils attendaient en fait de leur sales, combien d'appels il fallait passer pour que le sales y soit bon, quelles étaient toutes les méthodes de prospection qui existaient. Enfin voilà, il y a eu une grosse partie en fait de recherche. Ensuite, il y a eu une partie de trouver des profs parce que c'est grâce aux profs qu'on a construit le programme. Donc voilà, il y avait une première base, comment on fait et comment on les forme. Il y avait une seconde base, qui va les former. Et une troisième base, entre comment on forme et qui on les forme, comment on construit le programme. Donc ensuite, j'ai commencé à appeler tous les gens que je connaissais grâce au cabinet de chasse de tête. C'est un des gros avantages, c'est que ça te donne un réseau hyper important. Donc, tu vois, toutes les personnes qui sont un petit peu paumées aux sorties d'école de commerce, c'est un boulot que vraiment je recommande. Tu apprends plein de trucs. Et les profs, ça a été quelque chose de… Ça n'a pas été l'étape la plus compliquée parce qu'en fait, toutes les boîtes, même les plus sexy, elles galèrent à recruter des commerciaux. C'est un métier qui est en pénurie, il en manque 200 000 en France. Donc, en fait, à chaque fois que tu as un manque que tu as des ingénieurs qui produisent un produit, voilà, qui construisent une app, etc., que ce soit une app ou un produit d'ailleurs, il faut ensuite aller le vendre. Et donc, en fait, on dit toujours qu'on a une pénurie d'ingénieurs, mais on a surtout une pénurie de commerciaux parce qu'une fois que tu as des produits sur les bras, il faut aller les vendre. Et des Pourquoi bons je te dis commerciaux ça? en Bah plus. oui. Et en plus, il faut des bons commerciaux. C'est un métier qui a été souvent un peu négligé en se disant, Mm. ouais, le commercial, c'est le mec qui a son tapis sous le bras là, avec ses Ouais. dents blanches. Alors que maintenant, je veux dire, c'est plus du tout ça. Et puis, C'est un il y a art un la espèce vente, de hein. cliché. Ouais, c'est un art et c'est surtout de la science, quoi. Enfin, je veux dire, Mm. il y a des méthodes et en fait, si tu ne suis pas les méthodes, t'as beau, on imagine un mec qui a une grande gueule et tout, c'est plus ça la vente. Hein. Maintenant, c'est très méthodique. C'est soit tu suis des méthodes et tu y arrives. Et bizarrement, c'est toujours les meilleurs, enfin les mêmes personnes, les mêmes meilleurs dans les boîtes d'un mois Mm. à l'autre. Donc, c'est que c'est pas anodin. Enfin, voilà, il y a juste, c'est presque mathématique, quoi. Et donc, voilà, on a trouvé les profs. Et donc, eux, ils y trouvent un intérêt parce qu'ils viennent parler de la culture de la boîte, de leurs produits, de leur méthode de vente. Et en échange, entre guillemets, ils peuvent recruter des commerciaux qu'ils ont vus à l'épreuve, puisque l'après-midi, on travaille sur les produits que ces personnes vendent. Mm. Donc, je vais te donner un exemple tout bête. Si on a Tiller qui vient le matin, donc ils expliquent le produit, la culture, quel genre de commerciaux ils recrutent. Et l'après-midi, on fait de la prospection pour Tiller.
Donc, on prend vraiment le téléphone, on va appeler des restaurateurs, on va essayer de vendre dealer, et ce qui fait qu'ils s'entraînent en fait, les étudiants s'entraînent sur une cinquantaine de produits différents. Donc, ils sont hyper opérationnels en sortant. Donc, pour les recruteurs, c'est top parce qu'ils ont des profils opérationnels qui ont envie de faire ça, qui sont fiers d'être sales. Et voilà. Et pour les étudiants, c'est top parce qu'ils ont un job à la fin. Donc, ça, je dirais que ça a pris 2-3 mois. Et puis ensuite, c'est surtout l'acquisition qui a été longue parce qu'il a fallu rassurer aussi bien les parents que les futurs étudiants. Carrément. Donc ça, c'était pas un moment facile, surtout que moi, j'avais aucune expertise en marketing. Enfin, c'était pas les choses où j'étais la plus douée. Donc, quand tu es en B2C, il faut quand même réussir à toucher pas mal de monde. Carrément. Et voilà, tout ça a pris un peu de temps. Le plus dur, c'est les parents, j'ai envie de dire. Ah ouais, Réussir quand à les tu te... convaincre. Ouais, franchement, maintenant, ça va. Mais le postulat qu'on défendait, c'était que sans diplôme, les gens pouvaient avoir un emploi et un emploi qui était bien rémunéré dans une boîte sympa. Et en fait, quand tu n'as pas de promo de recul, les gens, ils se disent, mais elle est personne. Cette fille, elle n'est pas connue. Tu vois, d'où elle sort, il n'y a pas de diplôme. Pourquoi je mettrais mon enfant chez toi, quoi? Non, Tu mais vois, c'est clair. se retrouver avec des mamans au téléphone le vendredi soir ou le week-end, c'était c'était assez marrant. Et justement, est-ce que cette première promo, c'était pas le plus difficile et que la suite va être plus simple et va pouvoir s'accélérer rapidement, quoi, au Ouais, niveau des autres promos? je crois que ça buguait. Tu m'entends? Ouais, ouais, c'est bon, je t'entends. Écoute, je pense qu'il y a des challenges énormes à chaque étape. C'est sûr que l'acquisition, ça a été un gros point sur la première promo parce qu'il fallait rassurer et en même temps, il fallait construire. Donc, il y a eu Enfin, ouais, c'était une période difficile. Après, je dirais que là, sur les prochaines promos, l'enjeu, ça va être de garder une qualité quand même intéressante d'étudiants et de pas se laisser tu sais, manger par le scale et il faut sortir des promos de 500 parce qu'en fait, il manque 200 000 personnes, etc. Donc, je dirais que là, maintenant, c'est plutôt apprendre encore mieux à segmenter les profils qu'on a envie d'avoir à l'école et que les entreprises ont envie d'avoir dans leur boîte. Et malgré tout, continuer à croître. Là, la première promo, il y avait 10 élèves. Dans la seconde, il y en a 20. Et on en prévoit Et une ainsi de suite. cinquantaine pour septembre prochain. OK. Voilà. Mais donc, je pense que voilà, le challenge maintenant, c'est plutôt de toujours améliorer le programme pour être sûr que justement, on ne devient pas obsolète. Et là, on a encore la taille de le faire, je veux dire, de s'améliorer au quotidien. Donc, au même titre que tu améliores un produit, nous, on améliore notre programme qui est en fait notre produit. Et puis voilà, après, il va falloir continuer à bien bosser sur le travail de sélection des étudiants. OK. Et ensuite, les passer. Et donc, cette formation, elle coûte 5 000 €, donc ce qui est absolument rien comparé au prix des formations, on va dire, un peu plus standards. La particularité, c'est que à la fin, tu es embauché ou remboursé, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, en gros, il y a deux possibilités de paiement. Donc l'école des 5 000 €, je te le confirme. Soit tu as les moyens et tu paies 5 000 € et si tu n'as pas de boulot, on te rembourse. En sachant que sur la première promo, on a 100% de taux d'embauche. Donc, pour le moment, on n'a pas eu à rembourser les gens. Et soit tu n'as pas les moyens de payer ces 5 000 €. Et ça, c'était un truc qui me tenait vraiment à cœur parce que, en fait, dans les écoles de commerce, on est quand même un peu tous des duplicata, quoi. Enfin, C'est vrai. tes parents, ils gagnent forcément un peu d'argent pour que tu puisses aller en école de commerce. Ou alors, tu contractes un crédit, mais dans un tiers des cas, les crédits sont refusés. Donc, en fait, il y a un moment où si tu as trop envie de faire une école de commerce et que tu n'as pas les moyens, tu es bloqué. Donc, nous, on a décidé de sortir un moyen de paiement différé où, en gros, tu paies 500 € de frais d'inscription avant l'école, quand tu débutes les cours. Et ensuite, tu commences à payer l'école en mensualité une fois que tu es embauché. Ce qui fait qu'il n'y a aucune barrière financière à l'école et que voilà, peu importe d'où tu viens, nous c'est un truc qui est vraiment important pour nous, et tu peux venir chez Iconoclast et te former. Et en fait, on a aussi bien une anti-sélection sur les finances que sur le passé académique. Donc, on a des gens qui n'ont pas le bac, comme on a des gens qui sont avocats ou surdiplômés. Donc, c'est assez cool. Ouais, ça c'est marrant. Ça rend vraiment l'école accessible à tous et ça, je pense que c'est hyper cool, quoi. C'est Ouais. top.
Au niveau du programme, quels sont les cours qui te semblent essentiels et qu'on ne retrouve pas en école de commerce? Alors pour moi, toute la partie pratique, elle est indispensable. Et alors en école de commerce, on fait quelques travaux de groupe. Tu as fait une école de commerce, toi? Une école digitale. Enfin, Ouais. c'est un peu la même chose, hein. Ouais, c'est un peu dans le même genre. Et, alors, je ne sais pas si tu avais des travaux de groupe ou des trucs à rendre. Moi, heureusement, elle était ultra professionnalisante. J'avais de l'alternance et tout, donc il y Ouais, avait pas ça, c'est mal de top. pratiques, quoi. Et c'est pour ça que je l'avais choisi, tu Ok. Ouais, bon, alors ça, c'est top. Attends, je reviens à la question qui était les points forts vois. Ouais, les cours qui du te programme. semblent essentiels et qui sont pas dispo en école de commerce. Ouais, alors déjà, puisque c'est 4 mois, c'est hyper intensif, donc je dirais que tout est essentiel. Mais dans les choses qui ne sont pas dispo en école de commerce, c'est toute la partie entraînement sur le terrain. Donc, tu vois, on va faire du porte-à-porte, on va vendre des oreillers, on va faire du phoning, on va faire du closing, même pour certaines boîtes qui sont petites et qui ont pas de force de vente et qui, du coup, nous confient des produits. Donc, on est allé vendre des boissons énergisantes à des restaurateurs. On vend SEO Secret, qui est une boîte de The Family. Voilà, on vend plein de trucs. Donc, je dirais que toute la partie très pratique, où tu as des vrais clients en face de toi, alors que tu n'es pas encore un sales, etc., c'est un truc qui est vraiment indispensable et qu'on devrait avoir en fait dans toutes les écoles. Alors, avec chaque spécificité, bien sûr. Et deux autres trucs, le développement personnel. Nous, on en fait quasiment en chaque fin de journée où tu as des cours de théâtre, des cours de prise de parole, des cours d'hypnose, enfin voilà, plein de trucs pour te sentir bien dans tes pompes. Parce qu'en fait, si toi, tu n'as pas confiance en toi, c'est difficile de mettre les gens à l'aise en face de toi. Et quand tu Mm. vois 50 personnes par jour, ou j'exagère, mais en fait, c'est pas possible même si tu es introverti, tu es obligé de montrer que tu suis, que tu as confiance en ton produit, etc. Et dernière chose, donc ça, je pense que c'est vraiment important et ça en aide enfin, beaucoup, voire tous. Et la dernière chose, c'est qu'on les prépare à mort sur le recrutement. Donc, ils ont des chasseurs de tête qui viennent les préparer aux entretiens parce qu'en fait, on te dit souvent de faire une lettre de motivation, je sais pas quoi. Bon, maintenant, ça se passe plus comme ça. Il faut que tu connaisses hyper bien les entreprises, que limite tu saches vendre leurs produits avant même d'y aller, que toi tu sois prêt et que tu sois sûr de correspondre en fait à ton entreprise. Et donc, ils ont un vrai coaching et accompagnement sur, OK, est-ce que toi, tu conviendrais plutôt à une petite entreprise? Est-ce que toi, tu irais plutôt bosser en grand groupe? Est-ce que tu aimes bien la vente très court terme? Est-ce que tu aimes bien des contrats plutôt gros, mais qui prennent 6 mois à signer? Donc, ça, je pense que c'est un truc où, en fait, tout le monde est un peu paumé en sortant d'école et c'est Mm. dommage parce que quand il a passé 5 ans, c'est un peu con d'encore se poser des questions C'est clair. voilà, après tout ça, quoi. Et quand tu as développé cette école, est-ce que tu as reçu des messages d'écoles de commerce qui voyaient un peu ton projet en mode concurrence, je Ouais, sais pas? ouais, en fait, il y a eu un peu des deux. Il y a eu des directeurs d'école trop sympas, comme celui de Grenoble qui tweetait sur nous, genre super, des nouvelles initiatives, Trop cool. etc. en France. Et puis, t'en as qui m'ont envoyé des messages avec des faux emails, enfin, avec des faux emails pour me dire que c'était n'importe quoi, que ça marcherait jamais, que de toute façon, le diplôme en France, c'était trop important. Enfin, voilà, je pense OK. que tout le monde a un peu ses haters. Nous, ils Ouais, le c'est faisaient à c'est visage masqué. c'est bon signe, c'est bon signe, ça veut dire qu'ils ont peur, donc ça veut dire que le projet tient la route. Ouais, moi, j'espère surtout qu'ils vont se mettre à l'heure du jour et que les jeunes, ils seront mieux formés parce que Mmh. c'est catastrophique, quoi. Bah, c'est clair qu'il y Mais a du après, je boulot, me dis que dans l'éducation, ça c'est sûr. ouais, il y a du boulot. Après, je me dis que les banques, elles ont eu leur petit Mmh. coup de pied aux fesses. Maintenant, c'est aux écoles qui sont. C'est Tu vois, vrai. c'est pas normal qu'on soit encore assis 8 heures sur une chaise Mmh. comme il y a 100 ans, quoi. Enfin, je veux dire, évidemment, il y a eu des évolutions, mais elles sont pas aussi flagrantes que ce qui se passe dans les transports, dans la banque. Et je trouve ça dommage, en fait. C'est important, l'éducation, c'est une grande partie de ta vie. Mmh. Donc, Clairement, c'est clair. Et quel est le futur pour Iconoclast? Quelles sont tes ambitions pour cette école?
Ouais, écoute, on rentrait en levée juste avant le Covid, donc ça c'est un petit peu, enfin c'est quelque chose qui va être reporté Mmh. en post-Covid. Sinon, l'ambition c'est évidemment pouvoir former beaucoup plus de jeunes, enfin pas au détriment de la qualité des profils qu'on trouve, de la rendre encore plus accessible. Donc j'espère qu'un jour presque les personnes elles regarderont même pas le prix quoi. Il y aura plus aucune barrière financière et voilà, j'ai grand espoir dans plein de jeunes de banlieue. Donc, j'espère qu'on en aura de plus en plus parce qu'il faut qu'on arrive à se faire connaître aussi auprès de tous ces jeunes. Donc, voilà, j'espère des promos de 200, 300 d'ici quelques années. Et ensuite, les prochaines étapes, c'est d'aller à Londres, Berlin et aux États-Unis parce que moi, j'ai envie de repartir habiter là-bas. Mmh. Donc, euh, donc voilà, et une école en ligne qui sortira probablement aussi cette année. OK, super. C'est cool. On va passer sur une partie, rencontres et prise de risque, puisque je pars du principe que, une aventure entrepreneuriale est faite de rencontres et de prise de risque. Mhm. Ma première question, c'est: as-tu eu des rencontres qui t'ont permis de franchir un cap, dans ton business? Ouais, alors évidemment, Oussama de chez The Family, parce que en fait, il me pousse à fond dès que j'ai une idée, même si c'est complètement furieux et complètement, je veux dire, dans ma tête, un truc où les gens se diraient, mais elle est complètement folle de penser ça. Il me pousse à fond, tu vois, le sans diplôme, il me dit, mais vas-y, le paiement différé, il me dit, vas-y. Enfin, en fait, il appuie souvent euh, euh, mes idées quand Mmh. moi, parfois, je suis à deux doigts de douter. Et quand tu n'as pas d'associé, et ça, c'est un peu. J'ai une team, enfin, on a une team de malades, elle est trop top, cette team. Mais c'est vrai que je suis quand même solo founder et c'est jamais facile. Tu as toujours envie de te retourner vers quelqu'un, de quand même avoir un avis. Donc, nous, on en discute tout le temps dans l'équipe et j'ai beaucoup de bonheur à pouvoir prendre leurs décisions et m'épauler si besoin. Mais c'est vrai qu'Oussama, il m'aide à fond au quotidien. Donc ça, c'est chez Iconoclast. Et avant Iconoclast, la personne qui m'avait recrutée en chasse de tête, c'est elle qui m'a donné toute ma confiance. Elle s'appelle Eugénie Chaltiel et son entreprise, c'est High Flyer Agency. Mmh. Et elle m'avait donné grave confiance en moi parce que, en fait, au début, je complexais à fond de ne pas avoir fait HEC, tu vois, de ne pas avoir fait de prépa. J'avais l'impression que tous les mecs qui gagnaient plus de 100K, ils avaient tous fait une grande école. Mmh. Et moi, j'avais grave envie de gagner de l'argent. Donc, je me disais, mais si je n'ai pas fait ces écoles, j'y arriverai jamais. Mmh. Et en fait, elle, qui est passée par HEC, Super Héros, etc., elle m'a dit, non, mais justement, ce qui fait ta force, c'est le fait que tu sois allé sur le marché du travail sans diplôme, que tu te sois lancé, que en fait, là, tu as 20 ans et tu commences à bosser. Donc, quand tu auras 25 ans, tu auras 5 ans d'expérience alors que les autres, ils sortiront d'école de commerce. Et en fait, ça a tout changé dans mon esprit. Elle m'a vraiment poussée. Et ensuite, je dirais mon mec qui est le CEO de Tiller, qui Ah m'aide cool. pas mal. C'est la mafia, tu sais, C'est clair. qui m'aide pas mal au quotidien sur les problématiques financières, etc. Et en fait, lui, il a le recul. Ça fait 5 ans ou 6 ans qu'il a Tiller, donc il a le recul sur plein de choses et ça m'aide. Enfin, il y a plein d'étapes que ça m'aide à passer, quoi. OK. Quelle a été ta plus grande, prise de risque, ces dernières années? Je pense que c'est justement, t'être lancé là-dedans. Ouais, je pense que rien que de se dire je vais lancer une école alors que j'ai pas de diplôme, c'était un risque à prendre parce que chez Accor, j'étais très bien, j'étais salariée, payée comme il fallait, enfin j'étais au top. C'est juste que il me fallait un truc qui me sorte à fond de ma zone de confort ou alors qui m'y emmène, je sais pas parce que maintenant je me sens très très bien dans ce que je fais. Mais donc la toute première, je pense que c'est il y a 4 ans quand j'ai quitté l'école. Et j'avais promis à mes parents, parce que qui étaient dépités d'avoir fait un emprunt, enfin, de se dire que j'allais pas aller à l'école parce qu'ils sont kinés, donc Mmh. tu vois, c'est à fond les études, les longues études, blablabla. La seconde, ça a été de jamais y retourner. Et puis la troisième, ça a été de monter une école en Vraiment. partant de rien, quoi. Moi, ce qui m'impressionne vraiment dans ton profil et dans ton parcours, c'est,
justement que tu sois arrivé à ce niveau-là, sans trop tomber dans le syndrome de l'imposteur et de se dire que, bah, finalement, pas d'expérience dans l'éducation et cetera, pas Mmh. d'études. Au final, tu t'en es foutu complètement et tu as créé ton projet, quoi, et ça, je trouve ça hyper fort, de l'avoir fait, quoi. C'est top. Ouais, bah, au début, bah, déjà, le truc qui est important, c'est que je continue quand même à me former via, alors c'est Oui. pas via l'école, mais tu Mmh. vois, via des conférences, via des Non, podcasts. mais c'est clair. Tu vois, grâce à vous, les podcasteurs, quand même, on apprend plein de trucs. Et en fait, c'est une forme d'école à la maison, c'est une forme de différence. Enfin, voilà, c'est une forme Mmh. différente dans tous les cas d'éducation. Et je pense qu'on a la chance d'être né avec Google et avec beaucoup de livres qui te permettent quand même de continuer à te former. Donc, il y a des tonnes de choses que je ne sais pas faire, évidemment. Enfin, c'est incroyable. J'en découvre tous les jours. Tous les jours, je me dis, ah putain, je ne sais pas faire ça et je suis obligée de l'apprendre. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est du courage ou à l'époque, je manquais même j'avais pas assez les pieds sur terre, quoi. Peut-être que j'étais complètement je sais pas, dans mes rêves, quoi. Mais finalement, pour le moment, ça a fonctionné. Mais c'est sûr que quand tu arrêtes l'école, tu es obligé de continuer à te former à côté, quoi. Ça, c'est un truc. Non, mais puis, Mais après, c'est bon pour nous tous. il faut se dire aussi qu'on vit quand même une période extraordinaire où on a un outil comme internet qui nous permet de faire tout et n'importe quoi, assez facilement, quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose de dingue, quoi. Ouais, Donc on a beaucoup de chance. c'est clair. Maintenant, on va parler de confinement puisque nous sommes actuellement, alors je sais plus, le 16 avril, c'est ça? 16. Ouais. Déjà, où es-tu confiné? Dans quelle Je ville? suis chez mes parents en Normandie. OK, très bien. On est près de Lisieux. Comment vis-tu ce confinement? Écoute, moi, je me suis cassé une vertèbre juste au tout début du confinement. Donc là, OK. tu vois, je reste assise 2 heures par jour. Donc au début, ça a été difficile plutôt parce que je ne pouvais pas sortir du lit, que j'étais enfin, voilà, j'étais alitée, je me suis explosé une vertèbre en 8 morceaux. Donc Mmh. j'étais Ah ouais, putain. vraiment, je devais bosser de mon lit et tout. Et ça, c'était très agaçant. Mais franchement, le truc qui me manque le plus, c'est évidemment les élèves et la team. Ça fait trop bizarre de ne pas les avoir. Donc, nous, on essaie de se faire des zooms tous les jours pour se voir et quand même garder une Mmh. vibe entre nous. Mais franchement, ça fait trop bizarre quand tu fais un truc où, en fait, tu es entouré de personnes. Parce que quand tu montes une école, c'est aussi pour voir les gens grandir, pour être toujours avec plein de personnes. Et là, on se retrouve solo. Donc, ça fait bizarre. Le gros changement qu'il y a eu, c'est qu'on a dû passer les cours en remote, puisqu'habituellement, c'est des cours en physique. Mmh. Donc il y a eu un petit temps d'adaptation côté élève, mais maintenant ça se passe bien. Au bout d'un mois, on a réussi à prendre nos marques. Donc moi, franchement, je le vis bien. C'est juste que la team me manque et les élèves me manquent. Et je suis dégoûtée de devoir reporter la levée de fonds. Mais sinon, franchement, nous, ça se passe bien, quoi. OK, et as-tu une routine business pendant ce confinement? Ouais, alors là, je recommence toujours tout juste à pouvoir m'asseoir, me lever. Donc, je fais une petite rééducation le matin. J'ai hâte de pouvoir retourner faire du sport parce que c'est hyper frustrant quand tu as failli perdre tes jambes de te dire que en fait, Mmh. c'est une chance de pouvoir se lever le matin. C'est trop cool de pouvoir faire du sport alors qu'avant, tu sais, je me levais très difficilement pour aller en faire. La limite, je me réveille avant le réveil et j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir me lever. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je petit déjeune et je taffe toute la journée. Je fais pas trop de pause le midi parce que moi, je suis très vite unfocus et en fait, Ouais. si jamais je commence à partir dans un déj, et cetera, ça peut durer 3 heures et tu vois, tu as vite envie de te faire des bonnes bouffes, Mmh. de boire du vin et tout en confinement. C'est un peu le truc qui est tentant. Donc, moi, je fais très peu de pause le midi. Et puis ensuite, vers 20h, 20h30, j'arrête. Je vais faire une petite marche ou un petit peu d'exercice quand j'y arrive. Et voilà, pas vraiment de routine business. J'évite de me caler des meetings avant 11h, tout simplement parce que moi, j'aime bien faire mes trucs, me Mmh. mettre avec de la musique le matin pour bien bosser. Et j'évite d'en mettre après le déj parce qu'en général, les gens sont fatigués après le déjeuner, le temps qu'ils digèrent, etc. Donc, ça me perturbe en fait que les gens ne soient pas concentrés pendant le meeting. Et ensuite, j'évite aussi d'en mettre après 17h30 parce qu'en fait, quand tu es avec ta famille et des gens qui ne bossent pas, etc., ils n'ont plus envie de travailler. Donc, tu entends les bruits, les trucs. Donc, voilà, les seules choses, c'est que mes meetings, je les mets 11h, 13h et puis ensuite 15h, 17h30, quoi. Mais OK. sinon,
Très bien. Donc forcément, l'adaptation. Est-ce que le confinement a un impact sur ton business? Pour le moment, pas trop, à part la levée qui a été décalée. Mais je pense que ça, c'est pour toutes les personnes qui commençaient tout juste leur levée. Nous, ça faisait 2 semaines, tu vois, qu'on a commencé. Et puis, sinon, impact, je pense que alors, nous, on a beaucoup plus de croissance sur le site. Donc, on a beaucoup plus de visiteurs qu'avant. Je pense que les gens se font un peu chier. Donc, ils se baladent sur Internet. Et donc, on a vu une augmentation des visiteurs. Après, nous, on a dû changer structurellement la façon dont on le fait, puisqu'on est passé d'une école qu'on vend en physique, qu'on vend en training, où du coup, on va chercher que des profils qui ne sont pas du tout scolaires et qui ne se seraient pas du tout tournés vers une formation en ligne. Mais en fait, pour nous, donc, il y a eu une période pas simple, mais maintenant, on a trouvé le moyen de faire des trainings à distance. Et surtout, pour nous, ce qui est cool, c'est qu'on teste une nouvelle façon d'éduquer. Donc, en fait, pour nous, c'est plutôt une bonne opportunité, quoi. Ok, cool. Et qu'est-ce qui te manque le plus pendant ce confinement? La team. La team et les élèves, c'est horrible. C'est horrible parce qu'on est vraiment… là, dans l'équipe, on est quasiment 10 et les élèves, ils sont 20. Donc, on est tout le temps 30, tous ensemble. On les entend faire du call toute la journée. Là, là, je les entends pas d'ici. Ouais, je dirais team et élèves, quoi. Il me manque trop. Ok. Et as-tu fait des choses durant le confinement que tu ne pensais jamais faire avant? Hum, je lis un peu plus qu'avant. D'habitude, je garde ça pour le week-end. Là, j'essaie, tu vois, en fin de journée, avant de me coucher, au lieu de regarder une série, de reprendre un bouquin et tout. Après, c'est pas un truc que je pensais pas faire. Écoute, pour moi, c'est difficile à dire parce que j'ai été alitée quasi pendant un mois. Donc, franchement, j'ai Ouais, pas fait des c'est choses une période un incroyables. peu Ouais, complexe. ça a été pas T'en as, évident. t'en as pour combien de temps de Bon, là, rééducation? il me reste au moins 2 mois de rééducation Ok. en mode pas drôle, mais ça va aller. Et sinon, je me suis dit que j'allais apprendre à coder, mais je ne me suis toujours pas mise. Mais voilà, je me dis que ça arrivera avant la fin du confinement de commencer Ok. à apprendre à coder. J'aimerais trop. Et dernière question de cette thématique confinement, qu'est-ce que tu auras appris de cette période quand ce sera terminé? Que même quand on pense en fait, qu'il ne faut pas forcément se fier toujours à ses apparences et qu'il faut tester avant de se faire une idée. Donc, on dit toujours test and learn, test and learn, test and learn. Moi, j'avais des grosses convictions comme quoi il était impossible de former un sales en ligne. Et ça m'a fait totalement changer d'avis. Donc, ce que je dirais, c'est en fait, parfois de mettre son cerveau en mode off avec ses croyances, ses convictions, etc. Parce qu'en fait, on se bloque des opportunités. Et donc, je dirais de toujours tester. Même si voilà, chacun a ses idées, les uns sont pour, les autres sont contre. Mais tester, c'est le meilleur moyen de savoir si c'est une bonne idée ou pas. Et Ok. en tout cas, c'est une bonne leçon. Ouais, bonne leçon. Ok, très bien. Et pour trois dernières questions assez rapides pour conclure ce podcast. Les derniers livres que tu as lus, par exemple les 2 derniers livres que tu as lus. Ouais, alors là, sur ma table de nuit, j'ai Réfléchissez et devenez riche, qu'on m'a beaucoup conseillé, mais qu'en fait, moi, j'ai pas trop aimé. Celui d'avant, c'était un livre sur la méditation qui était plutôt pratique. C'était la méditation au quotidien. Mmh. Et celui d'avant que j'ai trop adoré, même s'il est très facile à lire et que ça se lit très bien, c'est You are a badass every day. Ok. Je sais pas si tu vois lequel c'est, il est bleu. Je Alors crois j'ai que adoré. j'ai dû le voir. Ouais, franchement, il y a 10 lignes, il y a 10 lignes par page, mais je l'ai adoré. Il te met, franchement, je l'ai trop kiffé, je le recommande à fond. Ok, Je le recommande super. à fond. Les 2-3 derniers films que tu as vus? Alors du coup, je lis plus en ce moment que je ne regarde des films. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? J'ai vu Gatsby, mais je l'ai revu. Parce que je me fais tous les DiCaprio. Enfin, genre, Les j'adore classiques? cet acteur, donc je regarde ce film. Ouais, le loup de Wall Street, machin. J'ai revu, mais pour la 9e fois, Captain Fantastic. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, ouais, totalement.
le mec qui élève ses enfants dans la nature, là, j'adore ce film. Enfin, il se rapproche beaucoup de l'éducation, de toute la vibe d'Iconoclaste. Donc, j'ai adoré. Et puis, j'avais commencé la série Ozark. Ok, Bon, j'ai ouais, regardé je 4 connais. épisodes. Tu- Ça prend du temps de Ouais, non, regarder c'est des clair. films. Et dernière question, as-tu des entrepreneurs à me conseiller pour des prochains podcasts? Ouais, alors moi, j'ai écouté déjà quelques-uns de tes podcasts, donc des personnes que j'aurais pu te recommander sont déjà passées. Mais Nicolas de Doctrine, Mhm. Nicolas Bustamante, Que Cyril euh, Paglino m'a déjà. Alors, Cyril Paglino ou Jean de la Rochebrochard m'a déjà c'était Jean, je conseillé. crois, qui te Ouais, l'avait Jean, ouais. conseillé. Ouais. C'est ça. Euh, je te conseille quelqu'un de Tiller, que ce soit Joseph ou Dimitri, ou Valentin même. Mm. Euh, et puis après, ce serait cool d'avoir quelqu'un de Agricool. Ouais, ok. Je crois qu'il s'appelle Guillaume Une belle boîte d'Agricool. aussi. Ouais, c'est une super boîte. Franchement, je suis sûre qu'il a des trucs assez incroyables à te raconter. Et sinon, Paul Morlet, de Lunettes pour tous. Ok, ouais. Et puis, Maxime de Silent Hill. Voilà, je t'ai fait une petite liste. Très bien. C'est une bonne liste. Ok, cool. Bah, Marie, je te remercie pour cet échange. Et Merci puis, beaucoup à toi, c'était cool. je te souhaite déjà un bon rétablissement et puis une bonne continuation avec Merci. Iconoclast et plein de succès, plein d'argent et puis et plein d'élèves aussi. Ouais, merci beaucoup. Et puis, bah, bon courage à toi aussi, François. Ça te déchire ton Merci. podcast. Merci bien.